marchait sur le bord de la route quand on est tombé dessus. Ça faisait déjà quelques jours qu'on le cherchait. Il s'était barré après ça, comme si tout de suite il avait senti que ça allait chier pour lui. Il paraît qu'ils peuvent sentir ce genre de choses, les chiens. En tout cas, lui, il l'avait bien senti. C'est Jonas qui l'a vu en premier. Il était en train de fouiller dans les feuilles avec sa truffe, juste à l'entrée du champ qui partait sur la gauche de la route, celle qui mène au hameau qu'on habite tous les deux. On l'a fait venir doucement jusque dans la remise, celle avec la grille accrochée qui servait avant à faire sécher les châtaignes dans le bois, celui avec les grands hêtres. Il voulait pas rentrer dans la remise, alors on l'a frappé bien fort dans la gueule avec un bâton pour qu'il y aille et il a couru se mettre au fond contre le mur. Nous, on s'est tous les deux mis derrière lui. La porte était très basse et il y avait des feuilles mortes partout sur le sol. On n'y voyait pas grand-chose à cause que Jonas et moi on cachait la lumière du jour qui rentrait derrière nous. Si bien que le chien, il a dû voir que nos ombres qui se penchaient doucement pour ramasser les pierres qui étaient là, pour lui jeter bien fort en plein sur sa tronche de con. Il a commencé à gueuler pire que la mort, et nous on l'a défoncé avec les pierres jusqu'à ce qu'il gueule plus du tout. Ça a duré longtemps, mais à la fin, on aurait dit qu'il restait plus que des poils, du sang et un bruit d'os mouillé qui flottait dans l'air humide de la cabane. On est resté là un moment à sentir la drôle d'odeur se répandre dans la toute petite pièce, et puis on a fait demi-tour. On allait bientôt nous appeler à table, et fallait pas qu'on soit à la bourre si on voulait pas se prendre tout de suite la première droite de la journée. J'ai grandi à la Fourrière, c'est le nom du bout de goudron qui finit en pattes d'oie pleine de boue dans la forêt et meurt un peu plus loin après les premiers arbres. La Fourrière, c'est nulle part. Le père, il s'est mis là parce qu'il dit qu'au moins, à part ceux qui ont quelque chose à faire ici, personne ne l'emmerde en passant sous ses fenêtres. Il y a 3 maisons. La mienne, celle de Jonas et sa famille, et celle de la grosse conne qui a écrasé mon chat, celle à qui il était le chien qu'on a défoncé avec les pierres et qui vient de temps en temps pour faire ses patates et pour faire chier. On savait qu'elle l'avait fait exprès, parce qu'un jour on l'avait entendu dire à la mère de Jonas qu'elle trouvait qu'il y en avait beaucoup trop ici des chats. Au début, on voulait prendre le fusil de chez Joe, mais son père, il l'avait planqué depuis que Mika, son grand frère à Jonas, une fois qu'il était bourré, il avait tiré dans le pare-choc du 4x4 d'un des types du village à cause qu'il avait baisé sa copine derrière un buisson à la fête des châtaignes. Le cri du chien résonnait encore dans ma tête pendant qu'on avançait lentement sous le tunnel d'ombre que formaient les arbres des deux côtés de la route. Le cri que fait le sang quand il coule, le même genre de glou-glou qui sort de la gorge des animaux quand on les abat dans les fermes. Ce con-là, il avait que 3 pattes depuis qu'il s'était fait rouler dessus par un tracteur. Comme il était marron, le frère de Jonas sur le tracteur, il l'avait pas vu avec toute la boue qui est à l'entrée de la bergerie. Alors quand il a fait la marche arrière, la patte s'est cassée, l'os est sorti au milieu comme un gros ongle et il a fallu couper net avec un merlin pour pas qu'il crève le chien. Moi, j'aurais préféré qu'on le laisse crever, mais de le voir se faire couper la patte à coups de fendoir par le frère de Jonas, c'était déjà ça. Tout en marchant silencieusement le bout de kilomètre qui nous séparait encore de chez nous, je pensais tout à fait qu'on avait bien eu raison de le buter, ce chien. Il nous avait tous bouffé au moins une fois, une vraie teigne, il en a même chopé un qui était petit au visage. Cette conne de voisine a dit qu'il était tombé sur de la ferraille parce qu'elle voulait pas qu'il en parle, le gamin. De toute façon, maintenant, il a la bouche de travers, il peut plus dire grand-chose, déjà qu'il parlait mal. Depuis, le gosse, il passe son temps avec les lapins, il les caresse longtemps et il les observe. Il s'en occupe bien des lapins. Personne lui dit qu'à chaque fois qu'il en manque un, c'est pas parce qu'il est parti cacher les œufs comme il le pense lui, mais c'est parce qu'il est en train de se faire découper. Du coup, sa mère, elle lui raconte qu'il mange de l'autruche ou du kangourou. Ça le fait marrer, le gamin. Il y croit dur comme du fer qu'il est en train de manger du requin ou n'importe quelle autre connerie, alors qu'il mange un de ses grands copains. En repensant à tout ça, je me suis dit que la voisine était vraiment conne de penser que les chats c'était un problème. Alors que rien que dans le hameau, des chiens il devait y en avoir une douzaine et plus de la moitié qui étaient à elle. D'ailleurs, en prévision de l'arrivée, on a pris 1 ou 2 cailloux dans les mains pour leur balancer dessus des fois qu'ils soient trop agressifs. Parce qu'un chien tout seul, c'est très con, mais un chien en meute, ça allait pour 2 chiens tout seuls. Quand on a passé le petit pont qui marque l'entrée du hameau, on a été étonné de pas les trouver là à gueuler après nous, mais ils devaient être occupés quelque part à manger une charogne ou à courir après un quad. Jonas est rentré chez lui, et moi je me suis lavé les mains au ruisseau pour pas qu'on voie le sang du chien et qu'on sache pas que c'est moi qui ai fait le coup, même si personne le retrouverait sans doute jamais. Mon père faisait cuire des côtes de porc sur la moitié d'un ballon d'eau chaude, disqué dans sa longueur et posé sur des tréteaux en fer qui nous servaient de barbecue l'été. J'ai dû l'aider à faire tenir les braises sous la viande en agitant le grand calendrier en carton de l'année dernière offert par la MSA. On venait de manger le porc. J'étais en train de mettre les os dans le seau pour les chiens et lui de finir son rouge, qu'il servait dans un pot de yaourt où il mettait ensuite le dessert et puis le café, quand le père de Jonas il arrivait en trombe dans sa diane toute pourrie. Il nous a dit de descendre vite, qu'il y avait besoin d'un coup de main, que c'était le bordel avec les bêtes, alors on a tout laissé en plan et on est monté dans la diane. Sur la piste qui menait au parc, qui était un peu plus haut après le bois, il roulait comme jamais. Il était en furie, le père de Jonas, tout rouge, même que ça se voyait fort sous la crasse qui lui recouvrait quotidiennement le visage, parce qu'un jour il a décidé de pratiquement plus se laver.
Il nous a expliqué que les chiens du hameau, avec quelques-uns de la chasse du matin qui s'étaient perdus, avaient réussi rien qu'en gueulant à nous tuer 46 bêtes sur les 200 qu'on avait. Ils avaient acculé les brebis contre une clôture au fond d'une sagne, elles ont fait le reste du boulot toutes seules en se grimpant les unes sur les autres. Elles se sont toutes étouffées comme ça. Et quand on est arrivé, on a vu les dégâts, des cadavres partout jusque dans le ruisseau, tellement qu'on n'a plus eu le droit de se baigner dedans pour le reste de l'été à cause des maladies qu'il y a dans les charognes et qui passent dans l'eau. Les adultes ont mis le reste de l'après-midi à tirer les cadavres et à les aligner pour bien les compter. Comme c'était trop lourd pour nous, on s'est juste occupé de donner à manger aux autres, et puis on les a regardés faire avec les brebis mortes et pleines de boue. Le père de Jonas, il a appelé l'équarrisseur, et l'équarrisseur, lui, il a dit qu'il monterait pas avant 2 semaines. Il a eu beau gueuler, le type au téléphone, il voulait rien savoir, alors ils ont entassé les bêtes dans un coin et tout s'est mis à puer la mort très rapidement. Comme on était au milieu de l'été, les jours suivants, les bêtes, elles ont commencé à gonfler, puis exploser les unes après les autres. C'était vraiment dégueulasse. Mais nous, vu qu'on n'avait plus le droit d'aller dans le ruisseau, on s'est mis à inventer des nouveaux jeux. Au moins une semaine après, alors qu'on tournait tous les gamins du coin autour de l'énorme tas de cadavres, il y en a un qui a eu l'idée du jeu de l'arabe. Personne ne savait vraiment ce que c'était un arabe. On avait appelé ça comme ça parce qu'un jour, un grand du village nous avait raconté une histoire où un Français, un Allemand et un Arabe font le pari de tenir le plus longtemps possible dans une cabane où est enfermé un bouc puant la mort. Le Français et l'Allemand tiennent pas plus d'1 minute et quand l'Arabe rentre, c'est le bouc qui au bout de 30 secondes sort en hurlant « Ça pue l'Arabe, ça pue l'Arabe !» Nous, ça nous a bien fait marrer, alors on avait appelé ça comme ça. Les adultes, ils avaient mis toutes les charognes derrière le mur du fond de la bergerie, sous la pentire couverte par de la vieille tôle ondulée. C'était là où étaient mises la plupart des carcasses en attendant le ramassage scolaire, comme il s'amusait à dire le père de Jonas. Parce que le matin, pour aller à l'école, on nous chargeait tous à l'arrière d'un camion, comme ils faisaient les carisseurs avec les bêtes mortes. Le détail, c'est que la tôle était au soleil toute la journée. Il n'y avait rien devant, pas un arbre ou une remorque pour faire de l'ombre. Les cadavres, ils dégoulinaient de partout tellement ils avaient chaud. Le but du jeu, c'était bien sûr, comme le bouc avec l'arabe, de tenir le plus longtemps là-dessous, au milieu des nuées de mouches et de cette odeur de viande très pourrie. C'était trop marrant, on y passait des heures jusqu'à nous aussi être imprégnés de cette odeur de charogne. Et puis un jour, il y en a un qui, en trébuchant, est tombé sur les brebis mortes. Les bras en avant sur le tas gluant, il a fallu qu'on le tire par le col de sa chemise pour le sortir de là tellement l'écorce était mélangée en un amas de pourriture crémeuse où il pouvait pas s'appuyer pour sortir et s'enfoncer un peu plus à chaque essai. Nous, on hurlait de rire tellement c'était drôle qu'il soit recouvert de cette chose pire que de la merde, et puis quand il s'est approché, les moins accrochés ont vomi. Il en avait partout, presque jusque dans la bouche, plein ses bouclettes blondes de jus marron dégueulasse et des asticots sur les mains. Même pour la pêche, on les aurait pas pris, ceux-là. Et puis les carcasses, quand ça pourrit tranquillement sans bouger, l'odeur est immonde. Mais si elles se font remuer, alors là c'est l'enfer. Comme une déflagration ça nous a fait quand il leur a mis des secousses. Comme c'était le petit frère de Jonas, sa mère, qui était pas très loin dans le potager, l'a entendu crier. Elle a débarqué en furie au milieu de nous en train de se foutre de la gueule de son fils. Elle a cru qu'on l'avait poussé dedans, alors on s'en est tous pris une chacun sans broncher, comme d'habitude, et elle allait foutre son gosse sous le tuyau d'arrosage. À cause de lui, on n'a plus eu le droit d'aller jouer avec les charognes, mais c'est pas grave, c'était quand même un bel été. Quand la semaine suivante les carisseurs est arrivé, les brebis étaient dans un tel état qu'il a fallu faire ça avec des pelles, comme du fumier tellement plus rien était accroché au reste, c'était une grosse gelée à la mort. Après le coup des charognes, on s'ennuyait pas mal, mais l'activité a vite repris dans les fermes, avec la fin des foins, à quoi succédaient les premières commandes de viande et l'arrivée du ramadan qui tombait dans l'été. On usait alors nos vacances à charger les remorques de bottes qui lacèrent les mains et les cuisses, et à recharger celles qui tombent le long du chemin dans cette poussière qui vous râpe le fond de la gorge, comme l'alcool très fort fait maison par des vieux du coin. Pendant qu'on faisait ça, le père de Jonas avec le mien, ils étaient occupés à tuer les agneaux et à les découper en autant de morceaux que nécessaire. Quand ils se mettaient à table le soir, on baignait dans cette odeur de viande de bébé crue. Souvent, à cette période, on mange les abats que les gens veulent pas dans leur colis. Tuer les agneaux, c'était pas vraiment ce qu'ils préféraient. C'est pour ça qu'ils appréciaient les Marocains de la ville d'en dessous, qui les achetaient vivants même s'ils étaient chiants à toujours vouloir négocier. Le père, il disait « le prix, c'est le prix ». Ils montaient tous dans des vieilles Nevada ou des 205 amochés et ils chargeaient les bêtes avec eux. Ils faisaient le sale boulot eux-mêmes, dans la baignoire de leur appartement, dans les HLM qu'on voit depuis la Nationale quand on va au garage ou faire les courses au Leclerc, ou bien dans la cour au milieu des 3 petites barres de 6 étages où ils habitaient tous pour la plupart les Marocains. Un de ces jours qu'on était occupé à vider une remorque de paille sous le préau, il y en a une de Nevada qui a pointé son nez au bout de la piste. Et tout de suite, comme à chaque fois, les 3 chiens de la ferme ils lui ont gueulé après, jusqu'à ce que le père de Jonas il leur gueule dessus encore plus fort. Le conducteur de la Nevada est sorti en premier. Il avait une de ces longues robes qui portent des fois les Marocains. Une toute blanche et une très grosse barbe un peu rousse et un peu grise, avec au pied une vieille paire de Nike. Il a caressé les chiens qui lui tournaient autour, et puis il est venu serrer la main des hommes. Comme eux, ils allaient prendre un café,
ils ont proposé au Marocain qui a dit oui. Et puis le type, il a gueulé un truc incompréhensible en arabe, et ça m'a surpris, c'était la première fois que j'entendais vraiment. Et deux gamins plus ou moins de notre âge sont sortis de la voiture. Ils s'appelaient Hicham et Choukri. C'était deux frères, mais ils se ressemblaient pas du tout, à part qu'ils étaient tous les deux bruns et frisés. Ils étaient pas comme nous, ils avaient des vêtements propres. Leur père, il leur a dit de jouer avec nous le temps qu'ils discutent entre hommes. On s'est dit bonjour, et avec Jonas, on s'est dit tout de suite que c'était con de plus avoir les charognes, que ça aurait fait un bon jeu à leur montrer. Eux, ils nous ont regardés avec un drôle d'air, et puis ils se sont regardés tous les deux. À peine les hommes, ils étaient vers la maison, que Hicham et son frère, ils sont allés vers leur voiture. Alors nous, on les a suivis, jusqu'à ce que le plus grand nous dise qu'on puait trop et qu'il voulait pas jouer avec nous. Et c'est vrai qu'on puait pas mal, même moi je pouvais le sentir. C'était aussi qu'on avait passé tout le matin dans la merde de poule à nettoyer le poulailler, et Jonas, il s'était aussi assis sur une botte de foin où il y avait une merde de chat bien fraîche, mais il s'était pas changé puisqu'on allait passer la journée à continuer à se salir. Ça nous a quand même énervé, comme quoi c'était pas une raison pour pas jouer, qu'ils pouvaient aller se faire foutre et qu'on n'était pas des arbres qui puent. Là, c'est parti en couille et tout le monde s'est battu. Personne n'a vraiment gagné. Ça se voyait qu'eux aussi, ils avaient bien l'habitude de se prendre des nions et d'en mettre. C'était une chouette bagarre, rien qu'avec les poings et aussi un peu avec les pieds. Mais les hommes, ils ont entendu gueuler, alors ils sont venus en trombe et ils nous ont étalé des grosses droites du plat de la main à chacun à ses gosses. Mais c'était plus pour la forme qu'autre chose. Parce qu'au fond, on sait tous que c'est pas bien grave la bagarre si ceux qui la font ont envie de la faire. Puis ils se sont dit au revoir. Le Marocain serrait leurs mains longtemps en continuant de discuter et en mettant sa deuxième main par-dessus. Puis ils ont fini par partir en laissant un peu de fumée noire sur leur passage. On voyait la tête de l'agneau apeurée à travers la lunette arrière, au milieu des deux frères qui se retournaient pour nous faire des doigts avec leurs deux mains. Plus tard, en regardant la télé chez Didi, une vieille qui habite par là et chez qui on va parce qu'elle a la télé et pas nous, on a compris que les Marocains c'était des Arabes. Alors l'année suivante, quand ils sont revenus, on s'est senti cons et on leur a montré comment fabriquer des arcs pour chasser les corneilles. Mais cette fois, j'ai ruminé l'humiliation dans mon coin une bonne partie de la soirée avant d'avoir le courage de dire à mon père que je voulais me laver. Mon père, il m'a regardé avec des yeux tout ronds. Il a éclaté de rire si fort que ça m'a secoué l'estomac. Il riait jusqu'aux larmes, tellement qu'il suffoquait presque entre deux tranches de rigolade. Il a fini par reprendre ses esprits en me demandant ce qui allait pas. Et c'est vrai que d'ordinaire, j'étais pas celui du genre à réclamer des bains, mais j'avais prétexté que ça me grattait à cause du chargement de paille. Mon père a dit non pour la douche parce qu'il y avait presque plus d'eau au captage et qu'il fallait économiser pour faire boire les bêtes. Et que demain, il nous emmènerait nous laver à la rivière. Ce soir-là, je me suis couché avec mon slip sale dans mon odeur de merde de poule en respirant par la bouche et en essayant de pas trop imprégner les draps. J'ai même pris du scorpion à mon frère pour en mettre un peu sous l'oreiller, vu qu'il était en vacances chez un cousin dans le Midi. Mais pas beaucoup parce que son scorpion, qu'il a eu à Noël, il y tient comme à sa couille droite et j'ai interdiction formelle d'y toucher.